Bien, bonjour. Donc, la commande de l'INIS pour cette intervention était d'essayer de regarder quels étaient aujourd'hui, pour les chercheurs, pour les documentalistes, pour les institutions, quels étaient les enjeux de ce dont on parle aujourd'hui beaucoup sur le web et qu'on appelle l'identité numérique, qui se confond parfois, on y reviendra un petit peu, avec la notion de réputation. Et donc je vous propose, d'aborder cette problématique sous l'angle suivant. Donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on est, Hervé en a largement parlé, on est dans ce qu'on appelle le web participatif. Je préfère appeler, moi, le web contributif. Que dans ce web-là, la question de la réputation, de l'identité numérique et de la traçabilité qu'elle rend possible est une problématique qui est aujourd'hui, à mon avis, très importante. Et que, là aussi Hervé en a parlé, c'est toujours difficile de parler après Hervé, puisqu'il est en général assez complet, que là aussi les espaces de la parole et de la communication scientifique doivent trouver de nouveaux lieux, et que derrière se met en place une nouvelle ingénierie qui va permettre justement de retrouver cette parole et de lui donner une nouvelle résonance. Donc les questions que je me propose de traiter aujourd'hui assez brièvement, c'est de savoir qu'est-ce qu'on appelle l'identité numérique, quelle est sa déclinaison académique, est-ce qu'il y a une identité académique qu'on peut calibrer, définir, entrer sur fiche, et puis que peuvent apporter donc ces espaces que sont les réseaux sociaux, dans lesquels le plus souvent on va trouver décliner ces identités numériques. Donc qu'est-ce que ces espaces-là aujourd'hui peuvent apporter au débat scientifique et à la diffusion et à la construction des connaissances, et puis quelles sont les attentes qu'on est en droit d'avoir par rapport à ces nouveaux outils. Alors, premier chapitre, donc l'identité numérique, on est toujours, quand on parle d'identité numérique, on est entre une espèce de carnaval des vanités renouvelé, et puis pour les personnes un petit peu plus optimistes, on parle carrément de nouvelles documentations sociales. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière ? Si on essaie de définir très brièvement l'identité numérique, c'est d'abord une collection de traces. Alors il se trouve que les chercheurs sont des gens qui laissent énormément de traces sur les réseaux, au travers des articles qu'ils publient, au travers de la multiplication des sites de dépôt des archives ouvertes, au travers de leurs blogs, etc. Donc là, au travers de leurs conférences disponibles en vidéo parfois. Donc l'identité numérique, c'est la collection de toutes ces traces qui sont laissées parfois de manière délibérée, parfois de manière non souhaitée ou non voulue, ou en tout cas inconsciemment, et surtout la visibilité qu'on va avoir ensuite de ces traces telles qu'elles vont apparaître remixées dans l'algorithmie des moteurs de recherche et des outils d'accès à l'information. Donc l'identité numérique, c'est d'abord ça, c'est aussi, donc là j'ai repris une illustration de Dominique Cardon, donc je sais qu'il est présent dans la salle, donc je parle sous son autorité. Donc l'identité numérique, ce sont aussi des stratégies identitaires qui se déploient sur les réseaux, et quand on s'interroge sur ce que devrait être la nature d'une identité numérique académique, on voit bien qu'il y a un domaine, une zone dans laquelle va plutôt être amenée à se déployer l'identité académique. C'est plus naturellement du côté à la fois de l'identité civile, de l'identité agissante. Donc ce qu'on perçoit en tout cas, c'est qu'il doit y avoir quelque part sur ces réseaux une place pour ce qu'on va appeler donc l'identité académique, et que cette place-là doit être, à la différence des autres identités, doit être explicite, doit être identifiable et doit être traçable. Alors l'identité numérique, à côté de ça, c'est un secret pour personne. Les chercheurs sont des gens qui sont au moins aussi vaniteux que les individus normaux. Et donc derrière l'identité numérique, il y a évidemment ce syndrome qu'on trouve aujourd'hui. Quasiment tout le monde a fait l'expérience de taper son nom sur Google pour voir ce que ça donne. On sait qu'il y a des cabinets de recrutement qui ont institutionnalisé cette pratique avant d'embaucher des candidats. Donc ça s'appelle ego-googling, ego-searching, auto-googling, self-googling et plus globalement vanity search. C'est joli le terme vanity search. Voilà, donc, alors ce qui est intéressant du côté d'université, du côté de l'académie, c'est que ces pratiques-là qui existent sont aussi, ou deviennent en tout cas, un instrument qui permet de mesurer précisément la périphérie de la visibilité de l'institution ou de l'individu sur le net. C'est-à-dire qu'avant, en gros, on tapait son nom
pour un chercheur dans une base de données bibliométrique pour voir s'il était énormément cité par d'autres, ben aujourd'hui, c'est passé dans le cadre de ces outils publics et grand public et courant. Alors, naturellement, si on veut pouvoir transformer cette identité numérique en un indicateur intéressant, il faut prendre un certain nombre de précautions. En prenant soin de bien différencier ce qui est aujourd'hui très souvent confus sur le net et chez le grand public parce que les outils entretiennent à loisir cette confusion. Première confusion, c'est celle entre autorité et notoriété. Aujourd'hui, ce qui est visible, c'est le syndrome vu à la télé qui s'est déporté sur le web. Ce qui est énormément visible est considéré comme faisant autorité. Alors, c'est d'autant plus problématique que derrière, il y a des stratégies. Alors ici, vous avez une copie d'écran qui n'est pas très lisible, mais d'un outil que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Wikiyo, qui publie chaque mois un classement des blogs dans plusieurs catégories. Et il y a une catégorie blog scientifique. Et donc, chaque mois, on a l'impression d'un nouveau top 50 où on voit que André Günther de l'EHESS est classé devant Marin Dacos, qui lui-même est classé derrière, etc., etc. Donc là, il faut faire attention. Il faut faire attention aussi à la distinction entre affluence. On a certains sites de chercheurs qui sont relativement visibles. Donc il y a une notion d'affluence qui est préemptée sous couvert d'influence, ce qui est souvent pas le cas. Et puis il y a une confusion également très nocive en termes d'identité académique entre publicité et légitimité. Alors à côté de ça, on a des outils. On a des nouveaux indicateurs qu'il est possible de mettre en place et qui sont encore au stade, on va dire, un petit peu expérimental. Par exemple, un bon indicateur de la visibilité académique d'un chercheur, c'est la possibilité qui lui est offerte dans ArchiveSeek ici, de consulter pour l'ensemble de ses publications déposées, donc SIC 00, etc. Chaque entrée correspond à une publication et on voit très précisément les publications qui ont été le plus téléchargées. On voit également précisément les publications qui n'ont pas été téléchargées, mais dont les fiches synoptiques avec le résumé, l'abstract, les métadonnées ont été très souvent consultées. Donc ça fait partie des indicateurs qui, pour l'instant, ne sont accessibles qu'à chaque chercheur individuellement, mais qui, là aussi, lui permettent de mesurer un petit peu l'impact. On est souvent surpris de voir que ce n'est pas forcément ce qu'on pensait être son meilleur article, ou en tout cas son article le plus important, qui est, entre guillemets, énormément téléchargé. Donc voilà, des indicateurs. Et puis, derrière cette identité numérique académique, il y a quelque chose qui me semble absolument essentiel aujourd'hui, c'est ce que j'appelle les stratégies de nommage. Alors, j'ai pris plusieurs exemples, sachant qu'il y a évidemment plusieurs déclinaisons. Mais là, je pense que Dominique Cardon en parlera beaucoup mieux que moi. Il y a plusieurs déclinaisons de cette identité académique. Il y a une identité professionnelle, institutionnelle. C'est tous les enseignants-chercheurs ont leur page sur le site de l'université. Le problème, c'est que cette page-là, donc l'adresse, en ce qui me concerne, c'est la deuxième, univnante.fr, puis tout un tas de trucs compliqués après. Cette adresse-là est parfaitement illisible pour les moteurs de recherche. Et donc, quand vous tapez le nom d'un chercheur, vous avez très rarement, ou alors en 7e ou 8e page de résultats, sa page académique officielle qui ressort. Ce qui serait pertinent, ce serait d'avoir une adresse assez simple, du type de celle que j'ai mis en premier, mais que j'ai rayée parce que ce n'est pas celle qui existe, voire de proposer à des chercheurs qui ont un blog, parce que ça se fait de plus en plus, on y reviendra tout à l'heure, d'héberger, plutôt que de passer par des plateformes gratuites ou payantes, et en tout cas commerciales, d'héberger carrément leur blog sur le site de l'université, dans la mesure où on considère que ces blogs sont aussi de nouveaux espaces de valorisation, de vulgarisation, de nouveaux vecteurs pour, en tout cas, toucher ces nouveaux publics dont parlait Hervé tout à l'heure. Donc, ça, c'est l'identité professionnelle et institutionnelle. À côté de ça, il y a une identité recherche. L'identité recherche, le chercheur, c'est sa publication scientifique. Donc là, on a une stratégie qui est intéressante sur ArchiveSeek, par exemple, puisque très simplement, avec une adresse qui n'est pas trop compliquée, qui est en tout cas illisible par les moteurs de recherche, on a la possibilité, effectivement, de retrouver toutes les publications de tel ou tel chercheur en suivant toujours donc le même type d'adressage. Et puis, on a ce qu'on appelle des adresses privationnelles, donc à la fois privées, à la fois professionnelles, sachant que la manière dont les chercheurs et les documentalistes investissent les nouveaux sites d'information de type Facebook, de type Twitter, est souvent un investissement qui mélange des considérations privées et des considérations professionnelles, ou en tout cas
on parle de son travail, de son métier, mais sur un ton qui n'est pas toujours un ton très académique. Donc là aussi, il y a des stratégies de nommage. Facebook, il y a un tout petit peu plus d'une semaine, a proposé, alors c'est une espèce de grande OPA en disant tous les gens qui sont inscrits sur Facebook, vous allez avoir la possibilité de réserver, c'est gratuit, votre nom l'équivalent de votre nom de domaine sur Facebook, c'est-à-dire une adresse simple, facebook.com, suivi donc de votre nom lisible en toutes lettres. Alors l'enjeu derrière, donc il y a une espèce de ruée vers l'or, tout le monde s'est engouffré là-dedans. Ça rappelle d'ailleurs un petit peu ce qu'on avait vu au début de l'Internet, où vous vous souvenez de l'histoire de cet ex-leader de l'église des sans-papiers qui avait un petit cybercafé et qui avait acheté le nom de domaine qui s'appelait à l'époque Vivendi, je crois, et puis Vis-à-vis, voilà, merci, Vis-à-vis, qui était le portail internet de Jean-Marie Messier, et quand Jean-Marie Messier s'est aperçu du truc, il lui a proposé de le racheter. Les enchères sont montées et depuis l'ex-leader des sans-papiers, c'est tant mieux, coule des jours heureux avec un gros chèque de Jean-Marie Messier. Donc il y a le même système de ruée et là aussi il est important de se positionner évidemment du coup très tôt, puisque une fois que imaginez qu'il y a beaucoup d'universités qui ont leur page Facebook, imaginez qu'un mauvais plaisant achète www.facebook.com Univ Nantes pour y raconter ensuite n'importe quoi, ça va poser clairement un souci. Voilà, donc il s'agit de s'attribuer ces technologies un petit peu de nommage, ou en tout cas de se rendre compte de leur intérêt. Aujourd'hui, combien d'universités, combien de laboratoires, combien de chercheurs ont cette maîtrise-là de leur simple nom. Hervé parlait tout à l'heure d'un effet de marque. On est bien dans ce domaine-là. Donc derrière tout ça, il y a, alors là c'est une copie d'écran que j'emprunte à Fred Cavazza, il y a de nouvelles documentations sociales. Je disais tout à l'heure que les chercheurs, comme les usagers du net, laissent des traces un petit peu partout. Il y a tout un tas d'outils dans des sphères différentes. On peut laisser des commentaires, donc il y a une catégorie avis. On peut laisser des traces de ce qu'on achète, on peut laisser des traces d'audience, on peut laisser des traces professionnelles, évidemment, dans des réseaux professionnels. Et donc, le scientifique comme le citoyen est aux prises aujourd'hui avec l'ensemble de ces nouvelles documentations sociales. Donc, on peut refuser ce système-là, on peut trouver qu'il est dangereux pour la maîtrise de sa propre identité académique et institutionnelle, mais en tout cas, on ne peut pas le nier. Le net fonctionne comme ça. Donc, la question, c'est est-ce qu'on joue le jeu de manière intelligente ou est-ce qu'on reste sur une stratégie de refus et de blocage? Et c'est d'autant plus important, à mon avis, d'essayer de jouer le jeu que derrière, il y a là aussi des outils que vous connaissez bien et qui tirent une partie de leur puissance précisément de la capacité à synthétiser les traces de ces identités numériques et à en donner, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, en donner un reflet qui va définir ce reflet que donne Google de vos traces documentaires déposées sur le réseau, c'est, que ça vous plaise ou non, c'est votre identité numérique. C'est-à-dire c'est l'image que les gens auront de vous, de votre activité de recherche. Donc si quand vous tapez le nom d'un chercheur, il revient en premier et uniquement des pétitions sur lesquelles qu'il a signé pour défendre je ne sais quelle cause, vous avez une image de chercheur qui est celle-là. Si quand vous tapez le nom d'un chercheur, vous avez d'abord la liste de ses articles scientifiques sur ArchiveSeek, puis sa page institutionnelle, puis son blog personnel, là, vous êtes bien dans le cadre d'une identité stratégique maîtrisée, et c'est évidemment la même chose, avec des effets qui peuvent être encore plus dangereux pour les institutions, les laboratoires de recherche, etc. etc. Voilà, donc la responsabilité, j'ai envie de dire, des scientifiques, des documentalistes et de leurs institutions, c'est de garder la maîtrise, c'est d'éviter la dispersion, et c'est d'éviter qu'on devienne tous donc, ce que j'appelle des colonels Steve Austin numériques. Donc colonel Steve Austin, c'est, vous vous souvenez, l'homme qui valait 3 milliards. Voilà, aujourd'hui, alors un individu certes peut-être encore un petit peu geek, un petit peu technophile, mais de plus en plus, comment dire, le portrait robot du chercheur lambda, c'est quelqu'un qui a un blog, qui dépose dans des archives ouvertes, qui utilise les outils en ligne de Google, tableur et documents, donc traces supplémentaires, qui utilise un certain nombre de réseaux sociaux, qui va déposer des photos personnelles sur Flickr, souvent avec un nom qui est le même que celui de son identité académique, etc., etc., etc. Et donc ça devient très, très compliqué de s'y retrouver, et il me semble que le seul moyen de s'y retrouver, c'est de reconstruire ce qu'on appelle les autorités scientifiques, et que pour reconstruire ces autorités-là, il faut mettre la main à la pâte, il faut investir ces sites-là, il faut être sensibilisé à ces problématiques, et là aussi, là encore me semble-t-il,
le plus dangereux aujourd'hui pour la science telle qu'elle se donne à voir sur le web, c'est l'anonymat, c'est ce qu'on appelle aussi les pseudonymats, c'est-à-dire le fait de naviguer dans un entre-deux où on ne sait plus vraiment à quelle sphère rattacher la parole ou la vidéo qu'on est en train de parcourir. On ne sait plus si c'est un chercheur qui s'exprime à titre privé, quelqu'un qui se fait passer pour un chercheur qui fait semblant d'être attaché à une institution, et donc on tombe dans une confusion qui derrière va revenir entretenir les autres confusions dont je parlais tout à l'heure, autorité, légitimité, notoriété, etc. Donc garder le contrôle, c'est d'autant plus nécessaire qu'aujourd'hui les mêmes moteurs de recherche ont aboli, à mon avis, une nouvelle frontière. Il y avait traditionnellement une frontière entre ce qui était du domaine de l'indexable, c'est-à-dire ce qui était publié en gros sur le web, qu'on appelait le web public, et puis il y a ce qui était du domaine du non indexable, dans lequel on avait trouvé la sphère intime, les documents qu'on avait sur son ordinateur par exemple, et puis la sphère privée, un mail avant c'était privé, a priori avec moi qui pouvais lire les mails que je recevais. Aujourd'hui cette barrière elle est tombée, puisque tout le monde utilise ou à peu près des webmails. Vous avez l'habitude de voir des liens sponsorisés qui s'affichent sur des courriers personnels que vous recevez parce qu'ils ne sont pas lus par quelqu'un chez Google ou chez quelqu'un d'autre, mais parce que simplement il y a un algorithme qui scanne, qui travaille le contenu des mails personnels que vous recevez et qui vous affiche à côté de ça des publicités contextuelles et sponsorisées. Donc cette frontière publique, privée, intime, elle est tombée. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas impossible de la reconstruire, et ça veut tout simplement dire que pour la reconstruire, il faut, là aussi, pardon d'insister lourdement, mais il faut travailler à la gestion de son identité numérique. Donc voilà en gros pour ce premier temps de la présentation. Alors dans un deuxième temps, je vous propose de parler un petit peu de ces sites qui exemplifient toutes les potentialités et tous les dangers aussi peut-être qui sont liés à la gestion de l'identité numérique, aussi bien pour les individus que pour les institutions. Et ces sites, ce sont évidemment notamment les réseaux sociaux, avec un petit effet de gradation historique qui fait que dès qu'on a commencé en gros à faire de la science ou de la recherche, on était de fait dans un réseau, le Collège Invisible. Les scientifiques ont ensuite, les chercheurs, les documentalistes ont investi le réseau qui était le net, le web. Et puis aujourd'hui, on a un effet un petit peu rhizome où les chercheurs, les scientifiques, leurs institutions doivent s'y retrouver, doivent se déployer dans non plus dans ce réseau, mais dans ces réseaux qui sont donc notamment les réseaux sociaux. Alors quand on essaie d'observer ce que j'ai fait là, la manière dont ces réseaux sociaux se sont structurés jusqu'à parvenir aujourd'hui, ce que je vais vous présenter tout à l'heure, à proposer des réseaux sociaux académiques, c'est-à-dire réservés aux chercheurs et aux institutions, on voit qu'il y a eu en gros 3 temps, une espèce de préhistoire où il n'y avait rien pour les universitaires et les chercheurs. Donc les universitaires et les chercheurs, alors c'est une préhistoire courte, à l'échelle du web, c'était il y a 2-3 ans. Donc les universitaires et les chercheurs sont allés dans les réseaux sociaux qui existaient et ont créé leur page sur Facebook ou sur LinkedIn par exemple. Deuxième temps, on a des services, je vais vous en présenter quelques-uns après, qui ont copié finalement ce qui était le paradigme, le modèle du réseau social dominant, Facebook, donc qui ont créé des réseaux sociaux Facebook-like, avec les mêmes fonctionnalités, le même type d'interface. Et puis il y a un troisième temps, qui est celui de l'avenir et qui reste à bâtir, et qui est de s'approprier à la fois en production, c'est-à-dire être capable de proposer à la communauté des réseaux adaptés à l'écosystème scientifique, et puis en usage, c'est-à-dire évidemment être capable de déployer autour de ça des usages qui vont permettre d'aller peut-être vers un autre type de modèle en termes de diffusion de la science. Alors, juste avant de vous présenter des copies, des fonctionnalités de ces différents réseaux sociaux, je reviens 2 minutes sur l'interface qui a fait le succès de Facebook et qui permet en tout cas d'éclairer tout l'intérêt qu'on peut tirer dans le domaine de l'activité scientifique de ces réseaux sociaux. Facebook, ça fonctionne de manière très simple. Vous avez une identité qui est ici. Donc cette identité, c'est le chercheur, admettons qu'il soit sur Facebook, qui va la documenter, qui va remplir
les champs proposés, qui va rajouter éventuellement des documents. Vous avez ensuite un certain nombre de profondeurs de croisement pour interroger différentes déclinaisons de cette identité initiale. Donc on peut travailler à partir d'un individu sur son réseau relationnel, son réseau en termes de cursus d'enseignement, son réseau professionnel. Et puis vous avez ensuite voilà, donc ces profondeurs d'interrogation, et vous avez la possibilité de recouper l'ensemble, c'est-à-dire de naviguer par rebond, et à partir d'une entrée sur un chercheur qui fait autorité, que vous avez repéré dans un domaine scientifique qui est le vôtre, eh ben vous allez, par effet de rebond, par sérendipité, on en parlait beaucoup, pouvoir découvrir, être amené à découvrir d'autres chercheurs, d'autres documents en dehors de ce simple collège invisible habituel. Donc sur ce constat-là, qui avait un intérêt pour la communication scientifique, se sont développés, alors toutes les copies d'écran, je vous ai mis à la fin sur le support une bibliographie complète avec les liens où vous pourrez les retrouver. Donc ça, c'est une page qui était alimentée par une documentaliste et qui liste de manière, à ma connaissance, à peu près exhaustive, en tout cas je n'ai pas trouvé d'autres significatifs, les différents réseaux sociaux qui existent aujourd'hui à destination du monde académique. Donc vous voyez que il n'y en a pas 200 000, hein, il y en a une quinzaine. Alors, comment ça marche et quelles sont les applications de ces réseaux sociaux? La première application, c'est une application ou une fonctionnalité qui entre dans une stratégie de visualisation et de représentation. Quand on arrive sur ces réseaux sociaux universitaires académiques, soit on vous propose tout de suite de trouver votre université dans une petite liste déroulante que vous avez ici, dans cette université de retrouver votre département, alors ça existe aussi pour des labos, des centres de recherche, et puis à partir de là, d'entrer votre fiche et de renseigner votre fiche d'identité. Donc on a une vision qui est quand même encore très, très institutionnelle, hein. On part de l'université, on descend au département, au labo, et puis au chercheur lui-même. Autre stratégie qui est de partir cette fois-ci du chercheur, et à partir de là, c'est ce que vous avez en bas, de visualiser, là aussi ce qui est très courant, sous forme de graphe, tout le réseau relationnel de ce chercheur, c'est-à-dire tous ses contacts, tous les gens qui travaillent sur les mêmes thématiques que lui, en dehors ou à l'intérieur de sa propre université. Donc premier intérêt, c'est des nouvelles possibilités de visualisation. Le deuxième intérêt, c'est la fonctionnalité de recherche et d'agrégation, qui là aussi est centrale. Donc vous voyez que sur un site qui s'appelle Academici par exemple, ou Academici, je ne sais pas comment il faut dire, .com, vous avez la possibilité de chercher dans des billets, dans des billets de blog, dans des dépêches d'actualité qui sont indexées, qui sont reprises en général depuis Google News, de chercher à l'intérieur des profils, mais vous voyez aussi que vous avez la possibilité de sortir, de travailler sur l'externalité, c'est-à-dire par exemple vous avez des fils RSS pour tous les billets de blog des chercheurs qui sont membres de ce réseau social. Et donc, vous pouvez récupérer ce fil RSS-là. Et puis, vous avez aussi ce réseau, il va chercher sur YouTube des vidéos scientifiques. Évidemment, il ne met pas toutes les vidéos YouTube. Donc, vous avez là un dispositif qui est clairement un dispositif documentaire avec de la validation de sources, de la sélection, du filtrage, et puis ensuite de l'import de ressources qui sont censées intéresser les premiers utilisateurs de ce réseau. Donc, recherche, agrégation. Les fondamentaux aussi, au départ, les premiers réseaux, indépendamment du monde académique, étaient des réseaux sociaux à orientation professionnelle. Donc là, vous avez un autre réseau, Sciling, qui propose par exemple de trouver un projet scientifique, d'intégrer une équipe ou de trouver un job, hein, de changer d'université, etc. Et puis, dernière fonctionnalité importante, c'est la socialisation au sens Internet, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle le buzz, la capacité d'écho que vous allez donner à une information, c'est-à-dire le fait de publier un endroit et puis, de manière assez transparente, de republier cette information, en tout cas de signaler cette publication, qui là aussi en termes de chaîne traditionnelle a des impacts énormes, de signaler cette publication sur différents sites, donc de blogs, de réseaux sociaux, de gestionnaires de signés partagés, etc., etc. Donc là, on est bien aussi dans une dimension qui est celle de l'externalité. On part du réseau social, fermé, académique, avec uniquement des chercheurs à l'intérieur, et puis on va ouvrir sur différents espaces de publication. Et puis la prochaine étape, j'ai envie de dire, c'est très probablement, en tout cas je suis prêt à prendre le pari avec vous, c'est très probablement que ces réseaux sociaux vont être amenés à supporter toute la chaîne de publication scientifique. Ce n'est pas très compliqué, à partir du moment où on a les chercheurs, à partir du moment où ils plébiscitent l'outil, à partir du moment où on leur offre, dans l'offre de service du réseau social, des outils de publication de blog, la possibilité de rattacher à leur profil les différents articles qu'ils ont publiés, dans la mesure où on sait qu'à côté de ça, il existe des plateformes relativement légères et ouvertes qui assument toute la chaîne de
de publication, hein, depuis la revue par les pairs jusqu'aux échanges avec l'auteur et jusqu'à la validation finale, eh ben, on voit mal comment ces réseaux sociaux pourraient ne pas s'engouffrer dans la brèche et ne pas proposer dans une application fermée, à nous de développer des applications ouvertes, un reflet complet, exhaustif de ce qui fait la nature du monde académique et scientifique. Donc, tout ça pour dire que ces réseaux sociaux académiques tels qu'ils existent aujourd'hui sur le net travaillent en fait deux aspects. Ce que j'appelle un principe d'internalité. Il s'agit bien, pour les réseaux sociaux académiques existants, dans lesquels on va trouver ces fameuses identités académiques, il s'agit bien de recréer un écosystème qui est celui du collège de pairs. Et en même temps, ce collège de pairs doit être autant que possible éloigné du bruit du web. Vous savez que les scientifiques racontent des choses intéressantes et que sur le web, on trouve surtout des âneries. En tout cas, c'est ce que véhicule un certain imaginaire collectif. Donc, éloigné du bruit du web, mais en même temps, retrouver c'est pour ça que j'ai mis l'image du ruban de Möbius à deux faces, retrouver ce principe d'externalité, c'est-à-dire ne pas se priver de la capacité de travailler également sur la profondeur relationnelle et la granularité des ressources qui est spécifique au web. On a, à partir d'une publication, la possibilité d'essaimer et de rebâtir un nouvel environnement. Alors, pour l'instant, tout ça pourquoi? Il faut bien, évidemment, les gens travaillent rarement gratuitement, sauf les chercheurs qui publient en archives ouvertes, qui sont payés à côté de ça. Tout ça pourquoi? Pour l'instant, le modèle économique derrière ces réseaux sociaux, c'est celui du gratuit financé par la publicité, hein, qui est le modèle dominant, on va dire, sur le net. Donc vous avez, voyez, bon, c'est pas la peine, ça ne cherche pas à se dissimuler, sur toutes les entrées d'une fiche personnelle d'un individu, sur son profil, sur ses articles, sur les ressources qu'il a signalées, sur sa bibliographie, à chaque fois, vous avez des liens publicitaires. Et donc ça, c'est un risque qui est effectivement important. Alors, bon, je vais remettre la deuxième couche, hein, mais Hervé en a déjà parlé tout à l'heure. C'est un risque qu'on va retrouver également dans des systèmes documentaires où on a le même système, j'ai envie de dire, de pollution par ces annonces, qui est d'autant plus gênant que en plus, il y a un certain nombre d'articles déposés par des auteurs en archives ouvertes qu'on vous propose de racheter par la suite. Donc ça pose un certain nombre de soucis. Donc ça, c'est le deuxième danger, c'est la pollution publicitaire, c'est le fait de ne pas trouver de modèle neutre. Et le troisième danger, c'est le fait de se retrouver au final enfermé. C'est-à-dire que si l'université, si l'institution ne se saisit pas de cette problématique, si elle ne propose pas à ses membres, chercheurs, documentalistes, des outils dans lesquels ils vont pouvoir développer leur expertise, des outils dans lesquels ils vont pouvoir travailler ces nouveaux aspects relationnels, et bien on va se retrouver à la merci, effectivement, de ces sites qui construisent petit à petit, après avoir conçu le grand catalogue des ressources du web, qui fabriquent tout simplement le grand catalogue des individualités humaines sur le web. Et ça, effectivement, ça me paraît être un danger absolument majeur. Alors l'idée, c'est que, pour le dire différemment, si on ne fait rien, on laisse aux seuls acteurs marchands le contrôle de l'ensemble des stratégies relationnelles de la recherche. Et derrière ces stratégies relationnelles, il est absolument évident qu'il y a un marché. Et à partir du moment où on est sur un marché, il est évident que les grands acteurs marchands habituels, Facebook, Google et d'autres, vont et sont déjà positionnés sur ce secteur-là. Il n'est jamais trop tard, mais il faut se réveiller assez rapidement. Alors, bon, voilà, j'ai peut-être pas trop le temps, une esquisse de typologie, mais enfin, c'est ce que je vous disais. En gros, on a des réseaux qui sont pluri-institutionnels sur l'existence, c'est-à-dire qui brassent tout un tas d'universités, qui brassent tous les niveaux de personnel. Il y a des réseaux, il y en a très peu qui sont réservés, par exemple, à les chercheurs seniors, mais l'immense majorité des réseaux qu'on trouve actuellement pour l'université, c'est des réseaux où on va trouver tout type de chercheurs et de personnel d'une université. Avec un détail qui est assez troublant, c'est qu'à aucun moment, sur ces réseaux existants académiques, on ne vous demande, on ne vérifie votre appartenance institutionnelle. C'est-à-dire que je peux tout à fait m'inscrire avec une adresse mail, on me demande, ce serait pourtant assez simple, hein, tous les personnels ont une adresse avec une adresse mail avec le nom de leur université, on pourrait leur demander ça pour s'inscrire. Là, c'est absolument pas le cas, vous pouvez vous inscrire sauf pour un ou deux réseaux avec n'importe quelle adresse. Donc là aussi, on est bien dans ce risque-là de confusion ensuite entretenue. Alors, il y a des réseaux sociaux un petit peu idéaux, en tout cas celui que j'ai envie de prendre en exemple pour
pour reboucler un petit peu toute la chaîne, c'est un réseau qui est basé sur l'outil de gestion de références bibliographiques qui s'appelle Zotero, qui est un réseau donc centré sur les contenus, collaboratif, ouvert, qui s'appuie sur une communauté interinstitutionnelle, qui valorise, on va le voir, l'entrée disciplinaire et qui donne accès au contenu par le biais d'une navigation à facettes. Je fais assez rapidement. Donc voilà, donc Zotero, tout le monde connaît, hein, outil de gestion. Derrière ça, il y a une communauté qui est développée, qui s'appelle Zotero People et qui permet de retrouver les utilisateurs de Zotero. Vous avez ensuite tout à fait en bas donc, une entrée disciplinaire, donc sciences de l'information par exemple, vous avez 79 utilisateurs de Zotero qui ont des ressources dans ce champ-là. On clique là-dessus, on va trouver donc la liste de ces auteurs. Pour chaque auteur, on a son profil et puis on a sa bibliothèque personnelle. Donc on clique sur sa bibliothèque personnelle et on arrive sur, à côté, ces thématiques de recherche. On est rentré sur une macro-entrée, sciences de l'information. Là, on arrive sur des thématiques de recherche assez pointues, les folksonomies, les ontologies, etc. Et pour chacune de ces entrées, on a la possibilité d'accéder à la description donc Zotero, avec les petites icônes qui permettent de différencier tout de suite ce qui est un papier de conférence, d'un billet de blog, d'une thèse, d'un article. Et au final, on a accès on a accès à la ressource, au texte intégral de la ressource avec ces métadonnées. Voilà, donc là on est à mon avis sur ce qu'il faut essayer de faire, en tout cas ce dont il faut s'inspirer, c'est-à-dire passer de la web-biographie à la communauté et puis retourner à ce qui nous intéresse en tant que chercheur et documentaliste, c'est-à-dire le document, et puis y passer en travaillant donc cette possibilité de navigation par rebond, en travaillant la granularité des ressources. Il n'y a pas que des articles scientifiques qui sont intéressants, on le sait, il y a aussi des billets de blog, il y a aussi un certain nombre de signés. Donc travailler ces trois niveaux, des sources secondaires, des documents primaires, et puis un réseau qui finalement apporte une dimension un petit peu tertiaire à l'ensemble de ce secteur-là. Alors oui, ce qui change, pardon, juste là-dessus, qui est important, c'est que cette troisième dimension documentaire du réseau du Collège Invisible a évidemment toujours existé dans l'activité scientifique. Le paradoxe du numérique, c'est qu'il va lui conférer une espèce de matérialité, hein, c'est-à-dire que ça va devenir, ce réseau, il devient chiffrable, observable, manipulable, et à partir de là, il devient marchandisable. Et à partir du moment où il devient marchandisable, on entre bien dans l'éternelle boucle, dans l'éternelle course de vitesse entre des outils qui se positionnent là-dessus, qui sont des outils payants, et à côté des institutions qui doivent trouver, soit jouer le jeu de l'outil payant sans se poser de questions, soit trouver des alternatives, trouver des biais, y compris ne serait-ce que par une simple formation suffit pour éviter de sombrer dans ce qui peut apparaître comme dangereux. Alors je terminerai en attirant votre attention sur deux autres aspects. Là, j'ai présenté les réseaux sociaux, mais la présence numérique institutionnelle sur le web, elle passe aussi par des réseaux de blogs, par exemple. Alors, à ma connaissance, il n'y a que 2 universités en France à cette date qui proposent à tous leurs chercheurs et à tout leur personnel de créer un blog hébergé sur le site de l'université. En prenant ce constat simple que j'ai énoncé tout à l'heure, a priori, la marque de notre structure, de notre université, c'est d'abord la parole de ses acteurs, d'abord la parole de ses chercheurs. Et donc, on prend le pari de dire, si vous voulez avoir un blog personnel, parce que vous avez des choses à raconter, on vous offre la possibilité de l'héberger directement à une adresse, blog Univ Paris 5, blog perso Univ Rennes 1. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, il y a un truc qui vient d'arriver, dont on a beaucoup parlé récemment avec la série de catastrophes, c'est Twitter. Donc Twitter, c'est un site de microblogging. Le principe, c'est vous enregistrez et vous publiez des messages avec une limite qui est 140